French Touch. Bonjour à tous les trois. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour parler des grandes tendances et enjeux aujourd'hui autour des industries créatives et culturelles. Je suis ravie d'animer ce débat. Je suis Charlie Perrault, journaliste aux Échos. Et donc avec moi, Caroline Duvauchel. Bonjour. Vous êtes responsable audiovisuel et innovation chez Média Participation. Tout à fait. Ensuite, à côté, Cécile Trunet-Favre, directrice de la communication et des affaires publiques du groupe Fnac Darty. Et enfin, Nicolas Prapex, qui est donc directeur du pôle industrie créative chez BPI France et pilote de la French Tech. Donc, on est chez vous. Absolument. Bon, merci encore d'être venu jusqu'ici. Alors, on est obligé de commencer par de l'IA, forcément, avec ChatGPT qui a fêté ses 1 an d'ailleurs récemment. Bon, en ce moment, leur actu est pas terrible si vous avez suivi. Ils ont quelques déboires au niveau du conseil d'administration. Moi, je voulais surtout parler avec vous de l'IA, puisqu'on en parle. Voilà, ça bouleverse pas mal de secteurs depuis quelques années, mais c'est vrai qu'il y a eu une accélération ces derniers mois. Alors, dans la culture, est-ce qu'il se passe des choses? Allez, honneur à l'homme, cette fois. Il se passe énormément de choses, mais je pense que ce que vous citez sur ce qui se passe sur ChatGPT et OpenAI est un sujet dont il faudra qu'on parle, qui est que nous, notre point de vue à BPI France et à la French Touch, c'est que c'est une opportunité et un phénomène de disruption exceptionnel pour nos industries culturelles et créatives, mais que les enjeux d'éthique et les enjeux de cadre juridique, économique du sujet sont tout aussi fondamentaux. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est une révolution technologique et une révolution de l'intelligence aussi. C'est à South by Southwest l'année dernière, où on entendait beaucoup parler d'intelligence artificielle et notamment d'intelligence artificielle générative. On entendait que c'était la révolution industrielle de l'intelligence. Et je trouve que c'est une formule assez juste. Et ça montre bien la profondeur de la disruption. Et c'est une innovation qui a des points d'impact dans tous nos secteurs et sur toute la chaîne de valeur. Alors de manière très, on va dire, classique et finalement assez dépassionné sur tout ce qui est go-to-market, éléments marketing, éléments commerciaux, etc. Et là, c'est un outil de productivité parce que l'intelligence artificielle, c'est avant tout un outil de gain de productivité exceptionnel. Mais là où on commence à toucher la matière un peu sensible, c'est que c'est aussi un élément qui touche la créativité. Et donc là, on est dans un débat assez sempiternel, pour tout vous dire, qui n'est pas réservé à l'intelligence artificielle, sur l'utilisation de cette technologie comme outil ou comme substitut. Évidemment, si c'est un outil d'aide à la création, d'aide à l'idéation, pour des scénaristes, pour des graphistes, pour des animateurs, c'est quelque chose de très intéressant. Quand c'est un outil qui dépasse son rôle d'outil et qui devient un substitut, c'est là où ça devient plus délicat et c'est là où les grandes catégories de parties prenantes de la création, et notamment on parle d'OpenAI, mais on peut aussi parler de ce qui s'est passé à Hollywood avec les scénaristes et les acteurs. À ce moment-là, les créateurs défendent un petit peu leur singularité et ils ont bien raison. Peut-être, Caroline, ça fait peur aux créateurs ou pas? On ne va pas se mentir, effectivement, c'est un bouleversement. Alors on parle beaucoup d'intelligence artificielle depuis 1 an avec l'arrivée de ChatGPT, mais il faut comprendre aussi que c'est la partie émergée de l'iceberg. On a énormément d'outils, énormément de nouvelles technologies fondées sur l'intelligence artificielle, qu'elle soit générative ou qu'elle soit prédictive. On n'a pas que l'intelligence artificielle générative, même si c'est celle dont on parle le plus. Et comme le disait Nicolas, les industries culturelles ne vont pas faire exception. Ces intelligences artificielles vont apporter des mutations profondes sur la manière dont on va travailler aujourd'hui et à l'avenir, quel que soit le secteur. Évidemment, dans nos métiers, on voit les impacts positifs que l'IA peut avoir quand il s'agit effectivement de trouver des gains de productivité, d'être au service de l'intelligence humaine pour faciliter certaines tâches potentiellement fastidieuses, d'être un outil aussi d'inspiration. Donc ce sont des potentialités très intéressantes. Le souci qu'on a, c'est aussi que ces IA, par définition, ont été entraînées en absorbant énormément de données. C'est le fondement même de l'intelligence artificielle. Des données qui sont, pour certaines, protégées par le droit d'auteur. Et là, on a vraiment une préoccupation forte, c'est le manque de transparence qu'il y a sur l'alimentation de ces IA par des œuvres protégées.
Et on a, avec l'essor de ces technologies, évidemment besoin aussi d'un cadre réglementaire pour garantir la protection des droits d'auteur et la juste rémunération des créateurs qui ont participé, souvent à leur insu, à l'alimentation de ces IA. Donc oui, il y a de l'appréhension et il faut aussi tenir compte de ces aspects-là quand on s'intéresse à l'IA. Je vous ai vu faire oui de la tête. Juste nous, évidemment, à la FNAC, on est très en soutien des créateurs et de tous les créatifs, auteurs, compositeurs. C'est vrai que nous, on se place aussi du côté du client et notre enjeu à nous, c'est de la transparence, c'est-à-dire de vraiment pouvoir expliquer aussi d'où viennent les œuvres, qui en sont les créateurs, qui sont les génies derrière tout ça. Et c'est vrai qu'on voit aujourd'hui, notamment en édition, pas mal de choses qui sont publiées par des intelligences artificielles. Nous, notre engagement, c'est vraiment de pouvoir clarifier un peu quel est l'objet qu'on peut proposer à un lecteur, qui se cache derrière une couverture de livre. Pour nous, c'est vraiment l'enjeu de la transparence, c'est vraiment fondamental. Bon, il n'y a pas qu'il y a quand même dans la vie. Est-ce qu'il y a d'autres technologies, vous Nicolas, qui avez une vue un peu plus globale, un peu de technologie vraiment peut-être, alors, je ne sais pas si on peut dire nouvelle, mais en tout cas, on a aussi beaucoup parlé de Web3 il y a quelques temps. Bon, est-ce que c'est mort? Vous allez me dire. Est-ce que voilà, il y a un peu d'autres techs qui sont arrivés, qui ont aussi quand même des applications concrètes, quand même. Alors, le Web3 n'est pas mort. Ce qui est mort, et je pense qu'on ne le regrette pas, c'est l'espèce d'hystérisation collective autour d'une approche extrêmement spéculative des NFTs. Je pense que là aussi, on s'est un petit peu surexcité et on a un peu perdu les fondamentaux, qui sont que le NFT est un objet intéressant en soi, mais c'est un moyen, c'est pas une fin. Et donc, quand on défend quelque chose qui a une proposition de valeur, qui a une différenciation, et que ça prend la forme d'un NFT, avec tous les avantages que ça procure en termes de transparence, en termes de profondeur de l'authenticité, c'est intéressant. Peut-être que Caroline pourra donner quelques exemples très intéressants de ce qu'a pu faire Média Participation dans le domaine. Quand simplement il s'agit de spéculer sur des éléments graphiques médiocres, évidemment ça a été emporté par la vague de la bulle et on ne le regrette pas. Mais encore une fois, les spécificités de transparence, d'authenticité, de décentralisation du Web3 sont des choses intéressantes qui, à mon avis, ont de l'avenir encore. Il faut trouver les bons cas d'usage et les bonnes propositions de valeur. Et là aussi, mais on verra ça avec des exemples concrets, les industries culturelles et créatives, je pense, sont un très très bon terrain de jeu pour cette technologie. Je pense qu'ici, à cette petite boom de la French Touch, il y a aussi quelque chose qui ressort très fortement et de plusieurs manières, c'est l'immersion. Je pense que dans un monde de plus en plus foisonnant en termes de propositions culturelles et créatives, la capacité de créer, de susciter de l'émotion profonde en étant dans un univers immersif, c'est quelque chose d'extrêmement porteur et ça peut prendre plusieurs formes, des expériences de réalité virtuelle, des expériences de réalité virtuelle sociale, des expériences de réalité augmentée ou tout simplement de l'immersion par de l'interactivité humaine. Aujourd'hui, on a une société qui s'appelle Crumble qui fait une activation de théâtre immersif. On a une société qui s'appelle Dream Factory qui fait avec Pathé et Chapter 2 une version immersive des Trois Mousquetaires et de Milady avec des acteurs en costume. Je pense que ça, le sentiment, mais je vous laisserai rebondir là-dessus, le sentiment pour les hommes et les femmes d'être au cœur du récit et de vraiment d'avoir une émotion profonde, c'est quelque chose d'extraordinairement porteur. Caroline, ouais, peut-être sur le Web3, puisqu'il vous posait la question. Oui, alors je suis loin d'être une experte du Web3. Ce qui est certain, c'est que nous avons effectivement trouvé peu d'intérêt dans l'idée de commercialiser sous forme de NFT des actifs digitaux. C'est un marché qui a été spéculatif, qui s'écroule aujourd'hui, et en effet, c'est pas plus mal. En revanche, là où le Web3 reste une technologie qui peut avoir un intérêt, en tout cas qu'on a envie de tester, c'est dans ce lien très direct qu'il nous permet d'avoir avec un fan, avec un client. Là où dans le Web 2, on a le plus souvent à passer par les grands guichets des grandes plateformes, des grands portails, et finalement une médiation qui est assez inévitable. Or là, grâce à ces technologies blockchain, à cette capacité aussi de créer une forme d'unicité dans ce qu'on transmet à notre fan, on peut arriver à
à transmettre une forme de privilège, de reconnaissance de l'engagement de la personne et utiliser la technologie non pas comme une fin en soi, mais plutôt comme un moyen pour reconnaître un lien avec un lecteur, avec un fan. Et donc aujourd'hui, on a un test avec une start-up du domaine du Web3 qui s'appelle Minted et qui porte sur une de nos marques historiques, Michel Vaillant, qu'on n'attendrait pas forcément dans cet univers-là, et qui nous permet de tester l'appétit aussi qu'ont nos fans pour des propositions plus digitales, fondées sur des nouvelles technologies. Donc c'est assez prometteur et on a hâte de voir ce qu'on va pouvoir en tirer. Sur les technologies là, qui ont été évoquées. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on a ce projet commun parce que la FNAC est partie prenante au projet Minted et a pris des parts dans cette start-up vraiment très intéressante. Moi, je dirais deux choses en fait. La blockchain, pour moi, elle est extrêmement intéressante parce que notamment d'un point de vue de l'auteur de l'œuvre, elle permet de sécuriser ses droits. Et on voit que c'est fondamental. On le voit sur l'évolution de la technologie aujourd'hui. Le créateur et son patrimoine de création, il est important de le protéger. Je pense que en fait, la blockchain permet ça et permet une meilleure transparence et une meilleure rétribution des auteurs. Donc en ça, je pense que c'est quand même une avancée qui est assez fondamentale. Et sur la dimension expérientielle du Web3, en fait, on le voit, c'est quand même avec notamment l'essor du gaming, qu'en fait aujourd'hui c'est quand même un peu les codes du divertissement, et donc quand on voit la consommation du gaming aujourd'hui, elle est de plus en plus immersive, et donc je crois que effectivement c'est de plus en plus des modes de consommation assez généraux d'industrie, enfin de créativité, d'industrie créative. Donc je pense que c'est de ce point de vue-là intéressant. Après effectivement on met de côté la bulle et je pense qu'il y aura d'autres types de bulles, mais néanmoins ça dit quelque chose, je pense, de la nécessité de sécuriser les droits d'auteur et en même temps de l'appétence, je pense aujourd'hui des Français, on le voit sur le gaming, à cette dimension extrêmement immersive. Et je pense que de toute façon les investissements, notamment j'étais avec Meta il y a 15 jours, leurs investissements sont de plus en plus portés vers cette dimension-là. Et qui d'ailleurs se fait pour les divertissements, mais est aujourd'hui en train de prendre le pas également dans les sphères plus professionnelles. Voilà. Nicolas, donc on parle beaucoup de ces nouvelles technologies, mais bon, plus si on prend vraiment du recul, on parle plutôt de digitalisation depuis pas mal d'années. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a pris vraiment le pas un peu sur tout? On consomme pratiquement tout digital ou allez, le dur, j'ai envie de dire, ça résiste quand même? Sans politiser le débat, je dirais que c'est un et en même temps. Non. De manière objective, la digitalisation des business, du cinéma, de la musique, du jeu vidéo est absolument massive. Il y a un domaine qui résiste un petit peu en termes d'emprise du digital, c'est le livre et la lecture. Donc ça, je pense que vous pourrez en témoigner toutes les deux. Mais voilà, c'est une réalité à la fois du côté de la manière dont les contenus sont produits, sont distribués et sont consommés. Le phénomène de digitalisation est extrêmement puissant et dominant aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contre-réaction. Comme toujours, quand il y a une vague dominante, il peut y avoir un peu de reflux, un peu de ressac. Et notamment, ce qu'on constate, c'est dans deux domaines. Le premier, c'est que cette espèce de digitalisation et de dématérialisation de tous les usages et de toutes les pratiques, de toutes les consommations culturelles, crée parfois des petites réactions de collectionnite et de choix du bel objet. Je vois aujourd'hui, on a la chance d'être confortablement assis sur des magnifiques objets de design de The Socialite Family. Bon, bah ça, malgré tout, on pourrait les avoir en NFT ou on pourrait s'asseoir dessus dans une plateforme métaverse, mais probablement, on n'aurait pas la même qualité d'expérience. On voit quand même des gens qui écoutent beaucoup de musique sur les plateformes de streaming digital, et je salue Deezer qui est à quelques mètres de nous. Ça ne les empêche pas de reconstituer leur discothèque, pour certains pour la 3e ou la 4e fois, avec des vinyles remasterisés. Et puis, on parlait aussi d'expériences immersives. La meilleure expérience immersive en culture, c'est quand même l'expérience collective d'un concert, d'une pièce de théâtre, d'une salle de cinéma. Et donc l'expérience collective et le fait de vivre ensemble ces moments, parce que on l'a dit ce matin en introduction, la French Touch et les industries créatives, c'est quand même un phénomène social. Tout ça coexiste. Et d'ailleurs, je trouve que ce qui est intéressant et ce qui est probablement le plus porteur, ce sont les expériences qui mélangent les deux.
Peut-être sur le livre, hein, parce qu'il l'a évoqué un petit peu au Oui, début, alors, ça reste... voilà. Bah évidemment, en fait, c'est le constat. C'est-à-dire qu'en fait, quand le livre numérique est apparu, tout le monde a dit en fait c'est la mort du livre physique, et ça n'est pas du tout le cas. Il y a encore une dynamique forte. En fait, c'est quand même encore une industrie en croissance, et tant mieux, avec l'essor du manga, par exemple, qui est vraiment incroyable, mais pas que. En fait, le poche aussi a de très belles performances. On voit qu'en tout cas, l'objet physique continue à être acheté et à être vraiment fortement consommé, notamment en France. Ça, je pense que c'est quand même assez puissant de se le dire. Et là, au moment de Noël, on voit bien avec la rentrée littéraire, tous les prix littéraires, l'objet livre reste vraiment un objet qui est très offert. Et donc, je souscris en plus à plusieurs choses. C'est-à-dire que, donc, il y a le livre, évidemment, mais il y a quand même aussi l'objet de consommation de musique. On a parlé du streaming, mais en fait, on voit l'essor du vinyle aujourd'hui, et notamment chez les jeunes, hein, parce que 50% des vinyles sont consommés par les moins de 30 ans. Hein. Donc en fait, on avait dit ils ne sont qu'avec leur téléphone, ils ne consomment que du streaming. C'est faux. Notamment, c'est effectivement l'essor du vinyle qui, cette année, chez nous, est plus vendu que le CD. Ça y est, mais c'est ne que cette année. Mais en fait, on vend moins de CD, on vend plus de vinyle. Et donc ça, c'est quand même aussi très puissant. C'est l'essor de l'objet, du petit bruit aussi, un peu différent, de la dimension plus expérientielle de l'écoute. Hein. Donc ça, vraiment, ça joue. Et puis, on a vu aussi un phénomène extrêmement intéressant sur le CD, qui se porte encore bien. Pourquoi ? Notamment par ce phénomène incroyable de la K-pop, où en fait c'est quand même aujourd'hui des stars internationales qui vendent des CD, beaucoup de CD, et des CD avec des cartes collector à l'intérieur. Là encore, on revient sur la dimension objet, et là c'est une très forte consommation aussi de produits physiques. Et puis dernier sujet, là pour le coup en fait ça vient des États-Unis. En fait c'est la patronne de Best Buy qui en parlait, mais nous on l'a pas vu en France, mais en tout cas je comprends bien ce qu'elle veut dire quand elle dit qu'il y a un vrai phénomène de funflation, où l'effet Taylor Swift, on en dit ce qu'on en veut, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui les jeunes aux États-Unis sont en capacité d'investir beaucoup sur de l'expérientiel, sur un concert, sur quelque chose comme ça, et moins finalement sur leur objet d'écoute. Donc en fait, ils sont moins sur la volonté d'écouter en streaming chez eux quelque chose, mais davantage de vivre une expérience. Et nous, en tout cas, à la Fnac, c'est quelque chose qui nous interroge beaucoup, qu'on regarde beaucoup, et on est convaincus et on continue à organiser des événements, à organiser des showcases, à organiser des rencontres avec Gaston Lagaffe. Est-ce que tu peux nous annoncer demain. un showcase de Taylor Swift avant ces dates Oui, alors j'adorerais. Ceci étant, on a été les seuls à avoir une dédicace, rien qu'une dédicace de SPA, le groupe de K-pop, et j'ai été étonnée de voir l'engouement. Voilà. Donc Taylor Swift peut-être bientôt, mais j'ai pas de date. Alors Nicolas, je sais que vous devez partir. Juste peut-être aller une petite prédiction. J'aime bien de temps en temps faire ça. C'est quoi un petit peu ce que vous voyez venir peut-être dans les quelques mois? Qu'est-ce qu'on doit peut-être, ou alors une boîte à regarder, voilà, quelque chose que vous pouvez nous donner. Moi, je pense que l'objet ou les objets culturels du futur, on aura du mal à les imaginer parce qu'ils seront extraordinairement hybrides. Je crois que c'est la raison d'être de la French Touch. Et on a cité, Nicolas Dufourcq a cité quelques exemples ce matin. Je trouve que ce qu'ont fait Chanel, l'Opéra de Paris, JR, la société Jam Capsule, sur la façade de l'Opéra Garnier, je pense que la French Touch du futur, c'est ça. C'est quelque chose qui arrive à mêler. À la fois, c'était une expérience artistique magnifique, avec un des plus grands artistes français vivants, dans un des lieux les plus puissants et les plus profondément ancrés dans le patrimoine, avec le grand répertoire musical, mais aussi Thomas Bangalter des Daft Punk, et des technologies immersives magnifiques. Et donc cet objet extraordinairement hybride qui mélange le meilleur du présent, du passé et des différentes disciplines et de tous les talents. Je pense que le futur est là et on n'a pas fini de voir des objets magnifiques comme ça, et on voit bien, j'en parle et vous avez tout le sourire, parce que je pense qu'on est tous très impressionnés par ces objets qui mélangent, qui met ce talent et cette créativité française puissance 4 ou 5, et ça c'est que le début. Je pense qu'on n'a pas fini de voir des objets d'excellence et de créativité comme celui-là. Merci beaucoup, merci Nicolas. Charline, merci Cécile, merci Caroline. Merci beaucoup. Merci d'être venu et à bientôt. Bon, nous, on continue parce qu'on a encore plein de sujets à évoquer. Donc, Cécile a bien parlé, effectivement, vinyle, CD, etc. Et le livre. Donc, j'imagine que vous faites le même constat quand même. Oui, je vais vous en parler un petit peu. Déjà, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit sur les formats digitaux, moi, je pense que l'adoption des formats digitaux s'accélère
quand une technologie rencontre une forme narrative. Par exemple, l'audio, les récits sonores, les livres audio, les podcasts. Alors, ça n'a rien de neuf. L'oral est la manière la plus ancienne et la plus archaïque de raconter une histoire. Mais le fait de pouvoir accéder à une offre audio depuis un téléphone extrêmement facilement, avec une bonne écoute grâce à des casques Bluetooth dont le marché est en pleine expansion, le fait de pouvoir, pour un enfant, accéder à une histoire en posant un petit bonhomme sur une petite boîte, tout simplement, le fait de pouvoir émettre une émission de radio grâce à un flux RSS, même si on n'est pas une radio, tout ça a vraiment beaucoup dynamisé le marché de l'audio et a énormément favorisé aussi la créativité dans ce domaine. Et ben sur le livre, c'est un petit peu la même chose. La bande dessinée numérique, on en parlait, n'a pas franchement décollé ces dernières années, sans doute pour des raisons de qualité d'expérience, justement, jusqu'à ce que les Coréens arrivent avec un médium, le webtoon, qui est vraiment une forme narrative conçue pour le digital, parce qu'elle se lit verticalement, en scrollant tout simplement, parce qu'elle est chapitrée, donc consommable en tout petits morceaux finalement dans les interstices du quotidien, de manière assez addictive aussi. C'est le retour du feuilleton finalement, du feuilleton littéraire sous une autre forme. Graphiquement, elle est à la rencontre d'influences issues du manga, issues des comics, issues de la BD. Elle est une vraie convergence de toutes ces approches-là. Et puis le mode aussi d'accès qui est fondé sur un micro-paiement en coin, sur des applis, rencontre parfaitement les attentes du public. Et donc le webtoon a trouvé très rapidement sa place sur un marché qui était réputé ne pas prendre sur le digital. Donc ça, c'est quand même très très intéressant à regarder parce qu'on voit l'effet de levier que peut avoir aussi une adéquation avec une technologie. Est-ce qu'on voit un peu là, donc on a parlé les livres qui sont toujours là, les vinyles, c'est vraiment tiré tout ça par les jeunes. Vous avez donné tout à l'heure à peu près 50%, c'est ça de... Oui, aujourd'hui, c'est ça, effectivement. Oui, c'est tiré par les jeunes. Après, on a une initiative en France, je pense, qui a aussi beaucoup dynamisé le secteur, c'est le Pass Culture. Donc, effectivement, et on peut saluer cette initiative qui a, d'un point de vue vraiment Fnac, qui est partenaire de la première heure de ce Pass Culture. On a énormément de jeunes, désormais, dans nos librairies et qui viennent consommer des produits culturels. Alors ce qui est intéressant dans la promesse du Pass Culture, c'est qu'il y avait vraiment l'envie de faire les deux, c'est-à-dire de promouvoir à la fois l'industrie culturelle de spectacle et donc de pouvoir permettre par cette aide financière aux jeunes d'aller voir un concert, voir une pièce de théâtre. Et puis il y avait aussi la consommation de produits culturels. Donc on a dit beaucoup que c'était la BD et le manga notamment. Moi je trouve que c'est quand même bien parce que ça permet aux jeunes de rentrer dans une librairie, d'avoir l'expérience du livre. Et puis par ailleurs, on a parlé aussi beaucoup d'intelligence artificielle, mais moi je crois beaucoup aussi dans ces industries-là et dans ce commerce-là, des industries créatives et culturelles, de la prescription par le libraire. Et moi je crois qu'en fait, un libraire, nous on a des libraires spécialistes de BD parce qu'en fait, on fait de la BD depuis des années à la Fnac. Et donc effectivement, vous avez des libraires qui peuvent vous orienter vers telle et telle autre œuvres. Et ça, je pense que ça, c'est une vraie force. Et donc, je crois que déjà, quand on a remis des jeunes dans les librairies, déjà, on a fait un grand pas, effectivement, pour leur permettre de découvrir des espaces auxquels ils n'auraient pas forcément, sur lesquels ils n'auraient pas forcément se seraient pas forcément penchés. Puis, un autre phénomène que moi, je trouve aussi qui est intéressant et qui va avec la digitalisation, ou en tout cas la consommation digitale des plus jeunes publics, c'est aussi le sujet des réseaux sociaux. Donc, en fait, on voit notamment sur le livre que la prescription par TikTok notamment avec et tous les BookTok en fait, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien et qui est intéressant parce qu'alors c'est quand même encore assez nouveau et parfois on peut être un peu dépassé par ça parce qu'en fait moi j'ai un libraire qui me racontait, qui me dit en fait tout d'un coup c'est simple, quand je vois 4 jeunes qui arrivent vers moi en même temps, je sais qu'ils vont tous me demander le même livre qu'ils ont vu sur TikTok et donc en fait même pour nos libraires maintenant c'est un enjeu de se dire en fait soyons bien en veille de ce qui est aujourd'hui prescrit sur ces réseaux-là. Mais moi, encore une fois, je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait, ça permet aussi de s'adresser aux jeunes là où ils consomment vraiment et là où ils sont à l'écoute de conseils et ensuite, après, de les ramener vers une consommation qui est une consommation de création, de livres, de musique. Donc ça, je trouve que c'est aussi dans les nouveaux usages, la question de la prescription qui est vraiment le centre de notre métier, nous, à la Fnac, quelque chose qui évolue et qui évolue, je pense,
pense positivement pour permettre effectivement finalement de faire honneur à toute la création qu'on peut trouver en librairie. Il y a aussi un effet TikTok. Oui, il y a aussi un effet TikTok et TikTok est un très bon exemple effectivement des démarcations très fortes qu'il peut y avoir entre générations dans les usages qu'on a du digital, dans la manière qu'on a de se divertir et de s'informer. Il faut savoir que pour les jeunes générations, TikTok est aussi un moyen d'information, un média sur lequel on va lire les nouvelles. Donc ça nous questionne aussi par ailleurs. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus trop opposer les deux. C'est aussi en même temps le physique et le digital. Par exemple, on constate aujourd'hui que les grands lecteurs, car il y a encore fort heureusement des grands lecteurs, sont aussi bien souvent des lecteurs qui lisent sous forme numérique et sont aussi bien souvent des audiolecteurs. Donc on se rend compte que le numérique vient aussi compléter un usage. On lit à différents moments de la journée, donc on peut avoir plaisir à avoir un livre en main le soir chez soi et le poursuivre sous forme numérique dans la journée, avoir envie de l'écouter à d'autres moments dans les transports par exemple. Et donc on peut aussi favoriser, développer des pratiques culturelles et la pratique de la lecture. Aujourd'hui, l'écrit n'est plus seulement le papier. C'est très bien comme ça et ça nous permet aussi de toucher de nouveaux publics. Et est-ce que du coup, parce que quand on parle effet TikTok, on se dit bon, maintenant les gens passent il y a de moins en moins de concentration. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce qu'on passe de moins en moins de temps aussi à lire, à écouter de la musique ou non, grâce à aussi tout ce qui est donc la digitalisation, l'écoute en mobilité, je ne sais pas, ça voilà un petit peu équilibré ou pas? Écoutez, le temps d'attention de l'être humain, d'après ce que j'ai lu, est passé à 8 secondes. Donc en fait, je n'ai déjà pas entendu toute la question. Et on se rend compte effectivement de cette compétition qu'il y a pour accéder à du temps de cerveau et à du temps d'attention chez nos publics. L'une des conséquences, je trouve, c'est le développement des formats très courts. Ça se voit beaucoup sur la vidéo. Il s'agit effectivement d'attirer très vite l'attention, de faire passer de manière très efficace et très rapide les messages. Donc, avec les réseaux sociaux, avec TikTok, avec YouTube, le format court est devenu la norme dans la vidéo. On voit que sur le son, sur l'audio, on a aussi ce type de format. Et là encore, des segments comme la web novel, le webtoon viennent aussi s'insérer dans cette culture du snacking finalement, qui consiste à grappiller, à consommer un petit contenu de ci, de là dans son quotidien, ce qui, je l'espère, n'empêchera pas aussi les gens de continuer à apprécier un vrai et beau moment de lecture chez soi. Oui, c'est vrai qu'effectivement, on le voit, le temps de cerveau disponible, on voit tout ça, on voit la consommation qui est très éclatée, qui se fait par différents canaux. Ensuite, après, nous, on est aussi convaincus, on a des initiatives du type, par exemple, le Goncourt des lycéens. En fait, le Goncourt des lycéens, c'est quoi? En fait, on organise des rencontres entre des auteurs de la rentrée littéraire qui ont été sélectionnés par le Goncourt et des lycéens. Et en fait, il y a tout un travail avec les professeurs autour de la lecture de ces œuvres. Et en fait, finalement, on voit bien que quand même, quand on accompagne aussi la lecture, effectivement, c'est du temps, mais c'est aussi de l'éducation à ça. Et on croit quand même encore beaucoup à la littérature. On voit par exemple la romance, qui est un style qui explose, mais c'est quand même des gros pavés, hein, je ne sais pas si vous voyez ça. Et en fait, tout le monde dit finalement, les lycéens ne lisent plus de gros livres. En fait, ils lisent des gros livres qui leur plaisent. Là, nous, on l'a vu sur le Goncourt des lycéens qui sera célébré, qui sera remis jeudi. Donc on est sur la fin. Moi, j'ai rencontré beaucoup de lycéens qui ont lu, qui ont tout lu, qui ont lu des gros livres parce qu'ils ont eu une rencontre avec un auteur. Donc je crois qu'en fait, tout est un peu complémentaire et je crois qu'il y a aussi des rôles d'accompagnement, des rencontres avec, je pense, vraiment les créateurs. Moi, j'ai vu vraiment des publics jeunes complètement changer d'appréciation sur un livre juste en échangeant avec l'auteur. Et donc, je pense que c'est aussi vraiment complètement la force de nos industries d'avoir des personnalités qui sont en capacité de transcender un peu leur œuvre, d'aller à la rencontre de leur public. Et donc ça génère quand même du temps d'attention, je pense, qualitatif. Moi, j'y crois. Donc les rencontres, c'est-à-dire est-ce qu'on fait aussi plus d'événements? Est-ce que c'est revenu un peu, entre guillemets, à la mode ou pas? Puisqu'il y a aussi l'effet après Covid, où on a eu envie aussi de se retrouver ou pas? Je crois qu'effectivement, après le Covid, il y avait un vrai besoin de retourner au contact des créateurs, aussi dans des expériences collectives, après avoir vécu beaucoup isolés chacun chez soi à travers la bulle du digital.
Nous, en tant que créateurs, on se repose beaucoup sur la qualité de nos libraires et nos distributeurs pour animer les rencontres avec le public. Cela dit, par exemple, chez Média Participation, la diversification est allée jusqu'à un parc d'attractions qu'on a ouvert dans le sud de la France, qui s'appelle le parc Spirou, et qui permet justement d'embarquer nos fans, nos publics, dans une expérience beaucoup plus immersive avec les grands héros de bande dessinée, de vivre des émotions, de venir en famille et de s'immerger dans ces univers. Donc ça, c'est évidemment une tendance très forte et qui passe aussi beaucoup par l'expérience physique. On en est très convaincus. Nous, enfin, en tout cas, nous, à la FNAC, c'est dans l'ADN de la FNAC d'organiser des événements. On en organise plus de 2000 par an dans toutes nos FNAC et nous, on croit beaucoup à ça et on a vu vraiment. Alors, évidemment, il faut savoir décrypter quelles sont les attentes de nos clients, ce qu'ils ont envie, qui ils ont envie de rencontrer. Mais si on fait vraiment le bon match entre leurs envies et les sorties et l'auteur, mais en fait on se rend compte que vraiment effectivement il y a une très très forte appétence. Là Jean-Baptiste Andréa donc a reçu le prix du roman Fnac et le prix Goncourt. Il était à Montpellier, à la Fnac de Montpellier il y a 3 jours. Il est ce soir à Nice. Bon, on sait qu'on aura en fait ce sera plein et les gens iront le voir et feront dédicacer. Ça aussi, la dédicace, ça fait des années que ça existe, la dédicace, mais aujourd'hui quand même, faire signer son livre, ça a encore de la valeur. Pourtant, quoi de plus suranné qu'une dédicace? Mais ça fonctionne encore toujours très bien. Même quand elle n'est pas sous forme de NFT. Et sur l'événementiel, il y a aussi toute la partie gaming. Alors je me tourne plutôt vers vous, Cécile. On a l'impression que les joueurs de jeux vidéo, ils restent chez eux et puis c'est tout, quoi. Pas du tout. En fait, c'est ça. Non, mais on a beaucoup de prérequis sur les gamers. Déjà, un gamer, il est plus âgé qu'on ne croit. Il n'a pas 15 ans, mais il en a plutôt 40. Et puis surtout, ils ont des grandes envies de se rencontrer. Donc, en fait, nous, à la FNAC, on a 2 exemples. Le FNAC Gaming Tour, où en fait, on fait rencontrer des gamers un peu connus avec leur communauté. Parce qu'en fait, c'est vraiment des communautés de sportifs, d'e-sport. Et donc ça, c'est vrai qu'on se rend compte de l'appétence de nos publics pour aller rencontrer ces joueurs, les voir jouer, mais pas tout seuls dans leur salon, vraiment les voir jouer tous ensemble, commenter leur jeu. Donc ça, il y a vraiment quelque chose de très fort qui se joue autour du gaming. Et puis le succès, par exemple, de la Paris Games Week. Intéressant, parce que la Paris Games Week, là aussi, c'est pareil. En fait, elle était à Port de Versailles, là, il y a 15 jours, peut-être un peu plus. Enfin, moi, j'y suis allée, j'ai vu le mix des populations. Ça n'est pas que masculin, c'est aussi très féminin, ça n'est pas que des jeunes, c'est vraiment toutes les générations et c'est vraiment intéressant à voir. Et d'ailleurs là-dessus, moi ce que j'ai trouvé qui était très intéressant, c'est la dimension vraiment très collective, effectivement, avec des univers très 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 créatifs, avec des personnes qui arrivent déguisées dans leur univers. Donc c'est en fait des choses qui sont vraiment très créatives et qui sont très liées aussi avec finalement la musique, le design, l'écriture. Quand on voit le succès de Harry Potter, par exemple, en gaming, en fait on se rend compte que tout est quand même parti d'un livre et en fait d'une autrice. Donc on se rend compte que finalement tout est entremêlé et c'est vraiment, je pense, quelque chose qui est très très vertueux et je crois aussi beaucoup à la vertu du gaming. Et on animait une scène musicale à la Paris Games Week. On a eu un rappeur qui était là. Enfin, c'était un moment qui était vraiment très intense et qui pourrait peut-être ne pas sembler correspondre à ce qu'on peut se représenter du gaming et qui en fait finalement a ravi tous les gamers qui étaient là. Et la France est super bien placée en termes d'e-sport. Je crois qu'ils ont encore gagné de toute façon. Alors je ne sais plus quel prix, mais voilà. Mais impressionnant. Juste sur les nouveaux modes de consommation, je voulais quand même parler un petit peu de voilà, est-ce qu'on est aujourd'hui maintenant plus que dans l'ère de l'abonnement, parce qu'on a l'impression que quand on regarde son compte en banque, on n'a que ça avec Netflix, Spotify, etc. Mais alors vous, je me dis, dans le livre, par exemple, c'est pas du tout quelque chose que vous envisagez ou pas? Alors effectivement, l'abonnement est la norme dans l'audiovisuel, dans la musique, le modèle est ultra dominant. Les plateformes comme Netflix également fonctionnent sur cette base-là. Notre préoccupation dans le monde du livre, c'est de continuer à isoler la valeur
de chaque œuvre et pour pouvoir rémunérer aussi au mieux les créateurs. C'est vrai que l'abonnement peut avoir tendance à faire drastiquement descendre la valeur unitaire de chaque écoute. Ça a été le modèle du stream, de chaque lecture, de chaque écoute. C'est pourquoi il n'est pas le seul modèle. Je reviens à mon exemple du webtoon parce que je le trouve assez illustratif des alternatives possibles. Le webtoon, c'est un modèle freemium. Il n'embarque pas les lectrices, c'est beaucoup des femmes, dans des logiques d'abonnement. Les premiers chapitres sont accessibles gratuitement et dès qu'on a envie d'en lire plus, d'aller plus loin, de lire plus rapidement, là on a la possibilité d'acheter au chapitre. Donc on est embarqué sur des toutes petites sommes, des toutes petites consommations qui permettent de suivre ses séries préférées sans être dans un engagement mensuel, annuel. Et ça correspond assez bien aux attentes de cette cible, tout en rémunérant assez bien les créateurs, puisqu'on a quand même une valeur qui reste au chapitre, sans être embarqué dans un volume de consommation complètement lissé et complètement linéaire. Donc non, l'abonnement à mes yeux n'est pas le seul modèle possible et on fait très attention au modèle d'abonnement illimité, par exemple, dans l'audio, là encore, qui finalement dévalorise la valeur de chaque contenu et privilégie des logiques vraiment de volume, donc qui ne correspondent pas nécessairement à ce en quoi on croit. Oui, c'est intéressant sur les micro-paiements, quand on voit que nous, la presse, ça n'a jamais marché. Et vous, alors, sur l'économie, un peu ce qu'on appelle l'économie de l'abonnement Oui, alors sur l'abonnement, enfin nous on l'a vu, on croit beaucoup à l'abonnement dans le groupe par ailleurs, mais c'est vrai que aujourd'hui, sur le livre, c'est quand même une économie qui est compliquée. En fait, on le voit bien, il y a une très grosse rentrée littéraire, il y a une très grosse production, et ensuite après faire vivre chacun des livres, c'est un peu compliqué. La consommation n'est pas non plus exactement la même. Alors, on le voit bien sur la musique. Effectivement, les plateformes de streaming ont complètement aplati la consommation. Il n'y a plus vraiment de notion d'album comme il pouvait y en avoir avant. Aujourd'hui, un livre reste quand même un livre. Il y a quand même l'objet. Moi, je crois que quand même ça peut-être c'est une exception qu'on a un peu de mal à s'expliquer, mais qui reste quand même vraiment réelle. Et c'est vrai qu'avant, je pense, on consommait plutôt un album. Et en plus, c'est assez dur pour les artistes-compositeurs qui le pensent quand même comme un album. Mais on voit bien qu'en fait, finalement, tout ça a été un peu écrasé, effectivement, par le streaming. Bon, le livre a résisté à ça et encore une fois, je crois que ça va aussi quand même beaucoup avec l'objet, ça va avec aussi le sujet de transmission, le cadeau, il y a beaucoup de choses et qu'on retrouve un peu avec le vinyle quand même. Donc c'est vrai que l'abonnement en livre a un peu... de par la consommation aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, si aujourd'hui on était à 50% du marché du livre électronique, on pourrait peut-être se poser la question un peu, mais là, on n'en est pas là. Donc c'est vrai que après, on a testé, il y a eu des tests de box, de choses comme ça, d'envoi. C'est aussi pas simple parce qu'on revient au sujet de la prescription et donc en fait recommander un livre, il faut quand même passer un peu de temps. Voilà, donc aujourd'hui, je pense que ça résiste. C'est vrai que donc on ne s'est pas positionné sur ce segment d'abonnement. Et sur je parlais justement de Spotify, Netflix, voilà, qui fonctionnent sur l'abonnement. C'est aussi des acteurs qui sont très forts aussi, qui vont plus en plus chercher la personnalisation. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous regardez, une tendance que vous observez ? Alors oui, effectivement, je pense que tout un chacun maintenant dans sa consommation en général s'attend à recevoir des offres personnalisées. C'est devenu la norme, tout secteur confondu. Dans nos domaines, évidemment, c'est aussi, je pense, une attente de nos clients. Ça signifie pour ça de bien les connaître. Pour pouvoir proposer une offre personnalisée, il faut connaître les lecteurs, les consommateurs qu'on a en face. Traditionnellement, pour nous, éditeurs, producteurs, ça n'a pas été le cas puisqu'on est dans des industries extrêmement intermédiées, avec très peu de liens finalement avec le lecteur final, qui est plutôt un client de la Fnac, ou avec le spectateur, qui est plutôt un client de Netflix, etc. etc. Néanmoins, on déploie beaucoup d'efforts pour
entrer en lien avec nos publics, avec nos lecteurs, à travers nos sites internet, à travers nos newsletters, à travers le parc Spirou dont je vous parlais, qui est une occasion d'être en lien direct avec nos fans, afin justement de mieux les connaître et de pouvoir aller à leur rencontre sur des offres personnalisées. Si on a acheté un album de Black Sad, on sera sans doute content de savoir que le prochain va sortir, par exemple. Et puis évidemment, c'est aussi la question de la découvrabilité des œuvres qui se pose. Ça rejoint ce dont on parlait plus tôt autour de TikTok, par exemple, des réseaux sociaux, de se dire qu'aujourd'hui, amener une œuvre vers un public, c'est aussi travailler à sa découvrabilité en travaillant non seulement sur nos approches classiques de marketing, de relations presse, mais en réallouant aussi une partie de nos budgets vers ce marketing digital et ces réseaux d'influence. L'influence de TikTok sur les jeunes générations est indéniable, et donc à nous d'être imaginatifs à la fois dans nos créations et dans nos manières de faire découvrir nos œuvres pour qu'elles trouvent au mieux leur chemin vers leur public. J'imagine qu'à Fnac Darty, vous avez des équipes complètement dédiées à tous ces sujets. Oui, bien sûr, sur la personnalisation, évidemment, c'est fondamentalement un enjeu. On le voit sur tous les segments de consommation, la photographie, le livre, la musique, le gaming. Ensuite, après, nous, notre conviction, c'est qu'en fait, la personnalisation, elle est double. En fait, on a un modèle qui est omnicanal, c'est-à-dire qu'à la fois, on a du digital et à la fois, on a des magasins. Et donc, en fait, l'enjeu pour nous, c'est à la fois de pouvoir adresser en digital très bien nos clients, c'est-à-dire qu'ils puissent... donc effectivement, il y a tous nos outils marketing, il y a aussi nos plateformes. On réfléchit beaucoup, notamment à la manière dont on peut prescrire via nos moteurs de recherche, notamment qui sont assez fins, notamment pour Fnac, parce qu'en plus, il y a quand même énormément de références sur le site de Fnac.com. Mais il y a aussi le lien avec quand même le libraire, le disquaire. Ça, moi, je suis quand même convaincue que ça... C'est pas quelque chose qui se prévoit, et c'est quelque chose qui est un peu de l'ordre de la sérendipité, enfin je sais pas comment, et que ça a aussi dans ce monde très digital vraiment un rôle qui est vraiment fondamental. Moi je vois sur certaines de nos Fnac, on a encore des clients qui viennent voir tel disquaire, qui viennent voir tel libraire, parce qu'on leur a conseillé quelque chose, et que ce quelque chose en fait ça leur a beaucoup plu, et donc et donc ça, je pense que c'est les deux en fait, qui fonctionne, et j'en suis encore vraiment convaincue. Alors, je vais boucler la boucle. On avait commencé par l'IA, qui était un peu le sujet de les entreprises. Voilà, tout le monde regarde un peu ce qui se passe dedans. Il y a aussi un autre sujet, alors rien à voir, mais c'est tout ce qui va être RSE, inclusion, diversité, etc. Gros enjeu. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez les consommateurs à la recherche peut-être de contenus plus inclusifs, plus responsables, et que ça a changé ? Alors, je dirais que notre préoccupation en tant qu'entreprise, c'est évidemment de produire de manière de plus en plus écologique, c'est l'évidence, d'être aussi soucieux de l'accessibilité de nos œuvres. Avec les autres éditeurs français et européens, on travaille dans le cadre de la directive accessibilité sur le fait de rendre nativement accessibles nos titres à partir de 2025 pour que les publics empêchés de lire puissent plus facilement accéder aux œuvres. Donc ça, c'est des sujets importants. Dans les contenus eux-mêmes, évidemment, nos créations sont le reflet de la société dans laquelle nos auteurs s'insèrent. Donc de manière assez naturelle, on voit ces sujets dont vous parlez, de préoccupations écologiques par exemple, devenir très, très prégnants dans les récits. L'année dernière, le succès du Monde sans fin, je pense, en a été un très très bon exemple. Et donc notre responsabilité dans la variété de ce qu'on propose, c'est toujours d'avoir aussi à cœur la qualité. On a effectivement une responsabilité dans les récits et les imaginaires qu'on bâtit, de proposer toujours les contenus les meilleurs pour à la fois divertir, faire réfléchir, faire grandir. C'est tout notre travail d'éditeurs, de producteurs, de créateurs, et c'est notre raison d'être finalement dans tous les récits qu'on bâtit. Cécile ?
Alors nous, on est plutôt en bout de chaîne, j'ai envie de dire, mais évidemment, on est diffuseur et donc on a un rôle de prescription, de mise en avant. Alors Un Monde sans fin, par exemple, on en parlait, mais c'est un des très très grosses ventes à la Fnac, qui a été fortement poussé par nos libraires notamment, et je pense qu'il y avait une vertu très pédagogique à cet ouvrage-là. Après, nous, à la Fnac, on vend tout ce qui est autorisé, hein, donc en fait, il n'y a pas de discrimination au départ, et c'est vrai qu'en fait, finalement, de fait, on se retrouve l'écho de la société avec toute sa diversité. Et donc c'est vrai que ce que nous on peut porter, c'est effectivement plutôt une prescription sur des ouvrages qui nous paraissent des ouvrages intéressants, notamment sur les enjeux pédagogiques, climatiques notamment. Ensuite après, il y a sur la dimension RSE, il y a aussi une dimension de consommation. Et c'est vrai que par exemple, nous on est très engagés à la Fnac sur la dimension de seconde vie et de pouvoir donner une deuxième, donc voilà, une deuxième vie à notamment des livres par exemple, avec des offres de reprise qui permettent en fait après d'avoir un cycle vertueux pour le livre qu'on sait qui est une industrie consommatrice de papier quand même. Voilà, on regarde nous ces sujets. On est un groupe chez Fnac Darty extrêmement engagé sur la réparation et donc c'est vrai qu'on propose aussi la réparation de mobiles, la réparation de vos appareils, de vos enceintes et autres. Et donc c'est vrai que ça aussi pour nous c'est dans la consommation des produits culturels qu'on peut être tous collectivement plus vertueux et nous on est aussi très engagés sur ça. Écoutez, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous voilà, toutes vos expériences, vos expertises. C'était super intéressant. Puis je vous dis à bientôt.